Bienvenue à tout le monde à ce webinaire du 30 juin 2025 qui a pour but de vous présenter l'appel à projet patrimoine culturel touristique deuxième édition. Et je vais tout de suite laisser la parole à Madame Anne Wetzel, directrice de la direction Europe, qui va vous donner quelques mots d'introduction. Merci Margot et bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous voir nombreux pour échanger avec vous et vous expliquer le plus en détail possible et répondre à vos questions par rapport à cet appel à projet. Du coup, on est bien dans le cadre du programme régional des fonds européens, Hauts-de-France, dans ce qu'on appelle une Europe plus proche des citoyens. Avec la crise sanitaire et le Covid, la culture et l'attractivité touristique est revenue sur le devant de la scène européenne pour dire il faut qu'on investisse aussi dans nos projets culturels, touristiques, parce que ça fait partie de l'attractivité de notre territoire, de nos territoires. Donc, quand on a élaboré notre programme régional pour la période 21-27, c'était de façon très participative. Cette question-là est revenue par beaucoup d'entre vous et donc on a pu euh, élaborer une enveloppe et un programme spécifique autour de ces questions-là. Et on est très content de l'avoir fait parce que vu l'engouement pour le premier appel, et on pense aussi pour le deuxième, on voit qu'on a des projets sur notre territoire qui ont besoin aussi de fonds européens dans le but de rendre notre belle région encore plus attractive et d'être dans une approche de transformation avec des éléments patrimoniaux que nous souhaitons mettre en avant et améliorer du coup l'attractivité et le tourisme, visibilité touristique dans notre région. Alors, deuxième appel à projet, notre vice-président Daniel Leca a vraiment tenu à cette deuxième édition et à la reconduction de ce qu'on a vu pour le premier avec quelques, je dirais, ajustements que Margot va vous expliquer, mais on est quand même dans la même logique très fortement avec une enveloppe de 10 millions d'euros qui est disponible. Pour ceux qui ont déjà connu la première édition, on était sur 15 millions, on a pu aller un peu au-delà, parce qu'on a finalement sélectionné 8 dossiers pour 19,5 millions d'euros. Mais donc, pour cette deuxième édition, une enveloppe quand même conséquente a pu encore être identifiée. Et on espère du coup voir des beaux projets. Donc, vous allez comprendre la logique derrière pour proposer des dossiers et des projets intéressants, en sachant ce qui pour nous aussi son importance, c'est la maturité des projets. Vous connaissez ou pas la logique des fonds européens. On a la chance d'avoir beaucoup d'argent européen sur notre territoire. Et derrière, on doit atteindre chaque année des cibles de fonds engagés et dépensés. Donc, ça veut dire qu'on doit être dans une logique où on montre que nos projets se réalisent sur le territoire de façon continue tout au long de la génération de fonds européens. Et ça veut dire aussi qu'on ne peut pas attendre, par exemple, jusqu'à la dernière minute avec tous nos projets, mais on doit le faire au fur et à mesure, ce qui nous incite aussi, bien sûr, à du coup avoir une certaine maturité des projets qui sont déposés en termes de marché et de travaux qui s'engagent. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Comme toujours, on essaie d'être le plus interactif possible. Margot, qui connaît très bien l'exercice, va vous présenter les enjeux et répondre aussi aux questions. N'hésitez pas et on vous souhaite, enfin de mon côté, je vous souhaite déjà bon courage pour les candidatures et au plaisir d'échanger avec vous. Merci. Merci beaucoup, Anne. Et effectivement, s'il y a des questions au cours de cette présentation, je vous invite d'abord à les écrire dans le chat
On a des temps dédiés de questions-réponses. Ça permettra de distribuer la parole et de ne pas interrompre la présentation. Cynthia sera mon accompagnatrice sur le chat et vous le donnera la parole en temps voulu. Donc, je relance le partage, comme ça, vous aurez le contenu du PowerPoint, ce qui est toujours intéressant. Comme disait Madame Wetzel, on est sur la présentation de l'appel à projet patrimoine culturel et touristique numéro 2. Elle a déjà précisé pas mal de choses en termes de maquette, mais je vous refais un petit élément de contexte tout de même. Donc, effectivement, l'appel à projet s'inscrit dans notre programme régional FEDER FSE+, FTJ des Hauts-de-France 2021-2027. Et on va être précisément dans l'objectif stratégique 5, une Europe plus proche des citoyens avec une enveloppe globale de 130 millions d'euros. Pour cet appel à projet, on est bien dans l'objectif stratégique 5, donc une Europe plus proche des citoyens, ce qui a des conséquences notamment sur les critères d'éligibilité, j'y reviendrai un peu plus tard. Et on est précisément, si vous voulez consulter le DOMO et connaître bien la codification, dans la priorité 7, objectif spécifique 5.1, et dans la type d'action 4, appel à projet patrimoine culturel et touristique. Vous pouvez dès à présent en fait, consulter la fiche action dans le DOMO qui est à la page 207 actuellement dans la dernière version. Et on est effectivement sur une enveloppe de 10 millions d'euros pour ce nouvel appel à projet numéro 2. En termes d'indicateurs, parce que c'est aussi important pour nous qu'on vous les rappelle, puisque c'est des indicateurs sur lesquels on doit tous travailler et atteindre ces objectifs-là. Donc, l'appel à projet cherche à répondre à l'indicateur de réalisation nombre de sites culturels et touristiques bénéficiant d'un soutien. Donc, il faut 10 sites pour la cible 2029. Donc, en gros, il faut au moins qu'on soutienne 10 projets. Et l'indicateur de résultat qui doit aussi conduire votre réflexion quand vous déposez un projet, c'est le nombre de visiteurs de sites culturels et touristiques bénéficiant d'un soutien. Et on a une cible de 2029 qui est à 1,3 million. Donc, effectivement, les projets doivent concourir à aller vers cet indicateur de résultat et aller vers cette cible. Donc, c'est vraiment important dans vos projets de bien nous expliquer en quoi il y a un renouvellement du nombre de visiteurs et que ça va pouvoir aussi augmenter par la subvention que vous demandez, le nombre de visiteurs. Pour vous rappeler un peu le calendrier dans lequel nous nous inscrivons, donc aujourd'hui, date du webinaire, on est sur une mise en ligne de l'appel à projet que vous pourrez trouver sur Europe en Hauts-de-France, avec donc une limite de candidature qui ira jusqu'au 31 octobre 2025. Je me permets de demander à la personne qui vient de se connecter de couper son micro afin d'éviter tout parasitage, s'il vous plaît. Je pense que c'est bon. Merci, super. Donc, pour l'année 2025, une mise en ligne aujourd'hui de l'appel à projet avec une limite de candidature, de dépôt de candidature, au 31 octobre 2025 inclus. Ensuite, il y a tout un travail, on va dire, interne, mais aussi avec nos partenaires pour l'analyse des candidatures, leur sélection, et avec un comité de sélection qui se tiendra au premier trimestre 2026. On nous a fait la demande, et on la respectera bien sûr, que le comité de sélection et donc que la publication des résultats ait lieu avant les élections municipales, parce que ça peut être aussi important pour les équipes politiques et pour le contexte des élections. Donc, normalement, il y aura des réponses données en début mars. Et ensuite, pour les personnes qui sont pour les porteurs qui sont sélectionnés, pardon, il y a un délai de 6 mois pour faire un dépôt complet dans e-Synergie, qui est la plateforme de subvention européenne que vous connaissez sans doute. Voilà. Et ensuite, pour un peu dézoomer de cet appel à projet, mais quand même pour avoir déjà une information sur l'éligibilité temporelle, on accepte les opérations qui ont commencé leurs travaux du 1er janvier 2021, donc ça c'est vraiment la date du début du programme, jusqu'au 31 décembre 2028 avec une fin de réalisation physique des travaux, ce qui veut dire que vous pouvez quand même payer des factures au-delà de ce montant, mais au-delà du 31 décembre 2029, ce ne sera plus possible puisque c'est la date limite de notre programme régional. Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions dans le chat, Cynthia? Non, pas pour le moment, Margot. Ok, très bien. Eh bien, je poursuis alors. Alors, si on rentre concrètement dans l'appel à projet maintenant, tout d'abord en vous présentant les objectifs. Donc, l'appel à projet a pour objectif de soutenir des opérations d'envergure du patrimoine culturel et touristique de la région Hauts-de-France, à condition que le projet soit structurant à l'échelle intercommunale, départementale ou régionale.
Donc, il faut vraiment qu'il y ait une dimension, une mise en dynamisme à échelle au moins intercommunale pour être éligible. Encore une fois, je demande aux personnes qui sont entre de couper bien leur micro, s'il vous plaît, sinon ça parasite. Normalement, on est bon. Donc, je disais que le patrimoine donc, soutenu ne devra pas forcément être classé ou inscrit, mais son intérêt patrimonial remarquable devra être démontré par une autorité publique compétente. Donc, ça peut être vraiment montrer un historique plutôt du bâtiment ou de l'élément qui va être mis en tourisme. C'est assez important pour nous, mais voilà, effectivement, il n'y a pas de nécessité de être classé ou inscrit. En termes d'objectifs et vraiment plus concrètement sur les actions qui sont éligibles, l'appel à projet vise à soutenir la transition écologique et numérique du patrimoine déjà mis en tourisme, notamment en soutenant la transition des usages existants ou l'émergence de nouveaux usages pour améliorer le parcours des visiteurs. D'ailleurs, ça peut être un peu en imbrication. Soutenir la mise en tourisme de patrimoine culturel et ou touristique sur le territoire régional urbain. Donc, il s'agira de soutenir la création d'un lieu touristique qui permettra la valorisation d'un élément du patrimoine non mis en valeur à ce jour, notamment par la mise à disposition d'outils de médiation culturelle pour les publics. Et donc là également, le soutien aux transitions écologiques et numériques dans le processus de mise en tourisme sera privilégié pour la sélection des opérations. Donc, l'appel à projet va venir concourir au financement des actions suivantes, alors qui sont encore une fois et où, puisque ça peut être en fonction du projet que vous avez. Donc, en premier lieu, un premier type d'action, la construction, la rénovation, l'extension d'infrastructures permettant la mise en tourisme d'un élément patrimonial existant non valorisant ou permettant l'amélioration du parcours visiteur et ou la création d'un nouveau parcours visiteur pour les éléments patrimoniaux déjà mis en tourisme. Et ou la restauration, la réhabilitation de l'élément patrimoine visant à la consolidation des usages existants et ou la création de nouveaux usages, et également la création ou l'amélioration du parcours des visiteurs, que ce soit en termes d'accessibilité, de muséographie, oui, il y a une petite coquille là, je pense, de scénographie, d'usage numérique, de médiation culturelle. Le soutien à la transition numérique par l'utilisation de nouvelles technologies pour développer des expériences d'immersion et de valorisation des infrastructures soutenues. Pour vous donner aussi un peu des exemples, alors plus concrets, oui et non, parce que je n'ai pas cité forcément les projets qui ont été retenus lors de la première édition de l'appel à projet, mais pour vous donner un peu une idée de ce qu'on a pu soutenir. Donc, il y a quelques projets de mise en tourisme d'abbayes ou d'éléments de patrimoine non exploités. Voilà, donc des éléments vraiment historiques du patrimoine qui n'avaient pas de valeur ou qui n'avaient pas de parcours visiteur. Et là, ils vont, avec l'appel à projet et bien sûr le mouvement aussi de la collectivité, ils vont être mis en tourisme. Et sur la partie musée, donc souvent, ce sont des musées qui existaient déjà. On est sur des travaux de réhabilitation bâtimentaire, souvent avec des travaux d'extension pour développer un nouveau parcours du visiteur et des dépenses de scénographie. On va parler peut-être d'un sujet un peu plus négatif, mais il faut quand même y passer par là. Les exclusions de l'appel à projet sont exclues de cet appel à projet. Donc, tout ce qui est patrimoine culturel immatériel, comme les festivals, les célébrations, les événements, tout ce qui va être événements ponctuels et saisonniers, les installations, expositions démontables. Donc, pourquoi, je m'arrête là et après je continuerai ma phrase. Pourquoi? Parce que les fonds européens doivent soutenir des projets qui sont pérennes. Donc, effectivement, des projets qui sont un peu comme ça en édition unique, même s'ils peuvent revenir dans le temps, c'est pas forcément éligible à l'appel à projet et aux fonds européens de manière générale. Et ensuite, la grosse exclusion, et là je tiens quand même à vous alerter sur ça, c'est les lieux de culte sacralisés. Donc, même si c'est un parcours de visite qui se place dans une cathédrale, par exemple, etc., ce ne sera pas possible de le présenter à l'appel à projet, puisque ce sera inéligible, puisqu'on a fait cette exclusion dans l'appel à projet. Les autres exclusions, donc, c'est les projets dont la finalité d'usage serait hôtelière. Alors, à nuancer, parce que dans le cas des projets à finalité d'usage multiple, par exemple, vous avez un élément de patrimoine assez important, une partie sera hôtel et une partie sera, par exemple, musée. Vous pouvez tout à fait nous présenter un financement et une candidature pour la partie qui sera, par exemple, musée. Mais on va sortir toutes les dépenses relatives à l'usage hôtelier, parce que elles seront exclues. Pardon, j'ai été un peu trop vite. Ensuite, ce qui exclut de l'appel à projet, c'est les travaux d'aménagement de sites naturels, tout ce qui est voies et infrastructures d'accès ou de délestage, le parking immobilier signalétique.
et les opérations dont les travaux programmés portent exclusivement sur de la mise aux normes ou de l'entretien courant. Alors, on peut prendre des dépenses de ce type dans les projets, mais il ne faut pas que ce soit le seul périmètre de votre projet. Il faut quand même qu'on puisse aller un peu plus loin avec un financement FEDER. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade dans le chat? Non, et pas de main levée. Ok, très bien. Eh bien, je déroule alors. Donc ensuite, on va rentrer un peu encore une fois dans le dur en vous présentant les différents critères. Il y a 3 types de critères dans les appels à projets. Les critères de recevabilité, d'éligibilité et de sélection. Et vous allez voir que ça fonctionne un peu comme un entonnoir où à chaque phase, avec chaque critère et chaque analyse que nous, on va faire, il y a des projets qui peuvent malheureusement sortir. Donc c'est bien important de respecter chaque critère et chaque stade pour que vous ayez toute votre chance d'être sélectionné. Hop. Donc, les critères de recevabilité, c'est vraiment des critères très formels, mais on se permet de revenir dessus parce que certaines candidatures, malheureusement, du premier appel à projet ont échoué à cette première étape. Donc, les critères de recevabilité, ils sont 2. Il y a le critère vraiment de la date limite de dépôt. Le dossier a été déposé avant la date limite de réponse à l'appel à projet. Donc, ici, notez bien dans vos calendriers, je vais le redire plusieurs fois, mais comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Donc, c'est le vendredi 31 octobre 2025 inclus. Donc, vous avez jusqu'à 23h59 pour nous transmettre votre candidature et le dossier est complet. Bon, le premier dossier, je ne vais pas y revenir, enfin, le premier critère, pardon, je ne vais pas y revenir puisque je commence à bien répéter la date du vendredi 31 octobre 2025 inclus, donc ça doit être assez clair. Cependant, je me permets de préciser, puisque on a eu l'expérience sur le premier appel à projet, pour que ce soit vraiment bien respecté en termes de formalité, le dépôt de la candidature se fait uniquement par email. Donc, c'est europe-patrimoine@hautefrance.fr et uniquement par cette adresse et absolument pas sur Synergie. Ce serait vraiment une erreur formelle de votre candidature de candidater ailleurs que par cet email-là. Et ça entraînerait l'irrecevabilité de votre candidature et on n'irait pas plus loin dans l'analyse. Et à l'issue de la date limite, donc ça peut prendre quelques jours, hein, c'est en fonction du nombre de candidatures et on ouvre en fait toutes les candidatures et on va observer les pièces qui ont été reçues juste pour voir si vous avez bien donné complétude du dossier que je vais vous préciser après. Et vous recevrez un accusé de réception. Donc, soit ce sera un accusé de réception qui vous dit on a toutes les pièces, donc super, et on vous recontacte et votre dossier poursuit. Et si on voit qu'il manque une pièce, on vous la demandera avec un délai, je crois qu'on avait dit 15 jours la dernière fois. Voilà. On voit en fonction de la pièce si elle est difficile à obtenir ou pas, entre guillemets. Et puis voilà, vous aurez un délai supplémentaire. Alors, le deuxième critère de recevabilité, c'est le dossier est complet. Qu'est-ce qu'on entend par dossier complet? Alors, le dossier de candidature doit être composé à minima des pièces suivantes. Donc, le dossier de candidature complété et signé, qui est en fait une annexe 3 de l'appel à projet que vous pourrez retrouver sur le site Europe en Hauts-de-France, que vous pouvez télécharger. C'est un document Word avec toutes les questions auxquelles vous devez répondre. Voilà, donc le dossier de candidature, on vous invite vraiment à reprendre le modèle qu'on a mis en ligne, puisque c'est plus simple pour nous aussi, puisque les questions sont dans l'ordre aussi des critères après qu'on doit analyser, donc c'est le plus simple pour nous. Un document attestant la capacité du représentant légal à représenter et engager la structure, et une délégation de signature, le cas échéant, si ce n'est pas le représentant légal qui signe. Je vais faire un peu un point d'alerte également sur le document attestant la capacité du représentant légal, puisqu'on a tiré des conclusions du premier appel à projet, malheureusement. Alors, pour les porteurs publics de type collectivité, par exemple, souvent, ce qui est attendu, c'est la délibération de l'assemblée délibérante donnant pouvoir au responsable légal, donc souvent, soit par exemple le maire si c'est une ville ou le président d'un EPCI si c'est un EPCI qui candidate, de pouvoir faire des demandes de subvention. Donc, ça peut être une délégation générale souvent qui est prise au moment de l'installation de l'assemblée délibérante et de l'élection du maire ou du président. Ou spécifiquement pour le projet. L'Assemblée délibérante peut être amenée à prendre des délibérations typiquement pour un projet qui autorise monsieur ou madame le maire ou monsieur ou madame le président à pouvoir faire des demandes de subvention. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas parce que la personne a été élue maire ou présidente de l'Assemblée délibérante dans les porteurs publics qu'elle a le pouvoir de tout faire. Il faut vraiment qu'il y ait une délibération et une délégation de l'Assemblée délibérante. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, assurez-vous dès maintenant d'avoir déjà cette délibération dans les tuyaux. Et sinon, vous avez encore le temps, je pense, jusqu'au 31 octobre 2025 de pouvoir faire passer cette délibération, mais c'est vraiment important.
Pour les associations, puisque c'est le deuxième type de porteur éligible, souvent c'est un PV d'AG. C'est un peu moins contraignant formellement et en termes de procédure, puisque les AG peuvent être plus facilement convoqués généralement. Mais voilà, souvent c'est un PV d'AG avec l'élection souvent du président ou de la présidente et puis une autorisation à présenter la candidature. Donc, après passer cette phase de recevabilité où normalement vous nous avez répondu dans les temps et votre dossier est complet, on passe aux critères d'éligibilité. Là, c'est vraiment des critères très binaires. Soit vous respectez, soit vous respectez pas. Si vous avez un non dans ces critères d'éligibilité, pareil, votre opération est sortie de la sélection. Alors, sur les critères d'éligibilité, comme vous pouvez voir, il y en a 4. Il y a d'abord l'inscription de l'opération dans une stratégie de territoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, inscription de l'opération dans une stratégie de territoire? Donc, elle doit concerner, bien sûr, votre candidature doit concerner un élément de patrimoine culturel et touristique d'envergure intercommunale, départementale et régionale. Elle doit présenter un caractère intégré. L'opération devra s'inscrire dans une dynamique territoriale issue d'une stratégie de développement culturel et touristique, par exemple. Et il est attendu que le projet concourt à participer à l'attractivité du territoire en valorisant l'image du territoire concerné et en participant au dynamisme du développement local. Alors maintenant, quand je vous ai dit ça, c'est peut-être un peu comme ça reste quand même un peu flou et c'est normal. On est resté flou aussi parce qu'il y a plein de stratégies qui existent sur les territoires. Donc c'est assez parfois difficile de donner des exemples concrets, mais en faisant un rapide recensement, on va dire, des stratégies qui ont été nommées par les porteurs dans le premier appel à projet. On a par exemple des contrats destination touristique, ça peut être des SCOT, ça peut être des PLU, ça peut être des projets de territoire d'un EPCI. C'est vraiment quand vous pensez vraiment à inscription d'opération dans une stratégie de territoire, la stratégie, ça ne peut pas être que des simples grands objectifs qui sont très beaux et très nobles, mais il faut vraiment que ce soit inscrit dans une sorte de contractualisation qui a lieu sur votre territoire. Et ça, sinon, c'est effectivement un des critères sur lequel l'opération peut tomber et être exclue après de la sélection. Concernant donc le deuxième critère d'éligibilité, c'est la situation géographique de l'opération. Peut-être avez-vous l'intitulé de l'objectif spécifique 5.1 en tête. Moi-même, je ne l'ai pas entièrement, mais en tout cas, je peux vous dire que l'objectif 5.1, ça impose que les opérations soient inscrites en zone urbaine. Donc, il faut bien sûr que l'opération aussi soit réalisée sur le territoire des Hauts-de-France. Et je vais vous montrer tout de suite après la cartographie pour vous donner une idée, mais vous avez aussi un lien dans l'appel à projet interactif où vous pouvez rentrer le nom, par exemple, de votre commune et savoir directement si vous êtes en zone éligible ou pas. Petite précision pour les porteurs en tout cas, qui seraient issus des territoires de la métropole européenne de Lille et la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole. Il y a une exclusion de ces territoires-là à cet appel à projet, notamment parce qu'en fait, les porteurs de ces territoires peuvent présenter en fait, directement leur projet dans le cadre du dispositif spécifique ITI, Investissement Territorial Intégré. Donc, c'est un conventionnement qu'on a entre régions et ces deux EPCI. Et eux peuvent sélectionner déjà des opérations sur la fiche patrimoine culturel et touristique. Donc, s'il y a besoin et si certains porteurs sont dans ce cas de figure, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email qu'on vous mettra encore en fin de présentation pour que vous soyez redirigé vers la métropole européenne de Lille, la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole. Donc, grosso modo, voilà, vous avez la cartographie qui apparaît. Donc, en blanc, bien sûr, métropole européenne de Lille et Amiens Métropole exclus. Et les villes en rose-violet, on va dire, ce sont les communes, pardon, qui sont éligibles. Alors, je continue sur le quatrième, pardon, pas du tout le quatrième, puisque c'est écrit 3. 3, le plafond minimum des dépenses éligibles. On est donc ici, en fait, un peu sur l'évaluation de la taille de votre projet, puisque ça va être le plafond minimum, en fait, du montant que doit atteindre votre projet. Donc, il est fixé à 1 million d'euros, hors taxes, toutes taxes comprises, selon le régime TVA applicable à l'opération. Et bien sûr, la dépense éligible ensuite est déterminée par l'autorité de gestion dans la phase de l'instruction. Donc souvent, dans votre candidature, vous allez nous présenter l'ensemble des lots en termes de dépenses et après, ce sera à nous de voir la dépense éligible in fine si vous êtes sélectionné dans la phase de l'instruction. Là, et c'est pas fait projet, c'est cette semaine. Oui. Ouais, C'est notre... Voilà, je coupe le micro d'autorité, c'est pas grave. Donc je continue. Donc effectivement, voilà, vous pouvez nous présenter l'ensemble de vos lots sur la dépense.
Et c'est en tout cas, l'ensemble des lots doit faire plus d'1 million d'euros. Et ensuite, on affinera pendant le travail de l'instruction si votre opération est sélectionnée. Et enfin, donc le dernier critère d'éligibilité, c'est les bénéficiaires éligibles, mais je vous ai un peu spoilé en vous expliquant les pièces attendues. Les structures porteuses éligibles pour cet appel à projet sont les suivantes: les collectivités territoriales et leurs groupements, leurs opérateurs publics et privés et les associations. J'ai vu qu'il y avait une question qui était apparue dans le chat, je vais me permettre de la traiter maintenant. Cynthia, tu peux donner la parole, s'il te plaît. Donc, c'est madame, alors excusez-moi pour la prononciation, Eggman qui a posé la question. Oui, c'est ça, merci. On vous donne la parole si vous souhaitez reposer votre question. Non, je voulais juste revoir la carte parce que je suis sur un territoire majoritairement rural, donc c'est difficile de la lire. Oui, ce qui est le plus simple, alors là, c'est vraiment pour vous donner un avis, mais dans l'appel à projet, vous avez en annexe 2 la liste des communes vraiment listées. Et c'est ce que je disais, vous avez aussi donc cette cartographie qui est remise, mais vous avez aussi un lien pour aller vers une carte interactive où vous pouvez rentrer les communes de votre territoire et savoir tout de suite si elles sont éligibles ou pas. Entendu, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai pas vu apparaître. Non, non. Ok, super. Et ben, je continue alors. Donc, on a passé les critères de recevabilité, on a passé les critères d'éligibilité. Maintenant, on arrive dans les critères de sélection et c'est vraiment des critères qui sont plutôt donc, qui vont déjà être analysés par le comité de sélection, donc qui est composé de la région, qui est composé des 5 départements et de la DRAC. Donc, c'est vraiment un travail partenarial qu'on fait avec ces différents partenaires. Et ça va être vraiment des critères plutôt qualitatifs qui vont permettre de classer vos opérations clairement et de pouvoir savoir si oui ou non on vous sélectionne. Et vous verrez, quand vous lirez aussi le dossier de candidature, les critères de sélection sont vraiment en lien avec les questions qu'on a fait figurer dans le dossier de candidature. Comme ça nous permet d'avoir toutes les réponses et tous les éléments pour vous. Donc, sur les critères de sélection, je ne sais plus combien il y en a, mais de mémoire, 5 ou 6. Mais on va les dérouler maintenant. Donc, tout d'abord, on va revenir un peu sur le côté qualitatif de la stratégie territoriale définie. Donc, dans votre candidature, souvent, vous nous expliquez la stratégie auquel se rattache votre projet. Et ensuite, on vous demande des explications un peu sur la contribution du projet à la stratégie territoriale définie. Donc, il va falloir un peu nous expliquer comment le projet contribue à la mise en œuvre de cette stratégie et comment sont intégrés les objectifs stratégiques du territoire dans le projet. C'est un critère de sélection qui a coefficient 1, donc pas le plus important, mais quand même il faut soigner puisque c'est des notes assez souvent faciles à obtenir et vous pouvez avoir une note maximale de 5. Sur le deuxième critère, donc là c'est la contribution du projet à la mise en tourisme et ou à l'amélioration du parcours visiteur. Donc là, c'est pareil, vous avez des questions qui vont correspondre dans votre dossier de candidature. Nous, on cherche à vraiment savoir si l'infrastructure qu'on risque de soutenir met en place une nouvelle dynamique, à la fois dans l'infrastructure et culturelle et touristiquement parlant. On cherche aussi à savoir s'il y aura une instauration d'une nouvelle dynamique du territoire d'implantation de la structure culturelle et ou touristique. Et on a rajouté, je me permets de le dire pour ceux qui n'ont pas encore candidaté et pour ceux qui ont déjà candidaté et comme ça vous avez déjà des informations, on a rajouté 2 questions qui vont nous aider aussi à la notation en tant que membre du comité de sélection. S'il y a une inscription ou non de votre projet dans un contrat destination touristique et s'il y a eu une étude d'impact réalisée sur l'infrastructure et sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut soigner parce que comme vous pouvez voir, vous avez un coefficient 3 sur cette question-là. Donc c'est vraiment important de bien justifier avec une note maximale de 5 toujours. Mais effectivement, une question à bien soigner. Ensuite, on a, comme ça, vous l'avez normalement repéré, c'est des objectifs de l'appel à projet. Le projet doit contribuer à la transition écologique et à la transition numérique. Donc sur la transition écologique, on a une grande question, mais avec des petites informations à chaque fois dans votre dossier de candidature. On a la prise en compte de manière significative de l'amélioration de la performance énergétique. Et on a rajouté aussi pour cette deuxième appel à projet pour vous donner aussi plus de billes en tant que porteur parce qu'on s'est dit que ça fermait parfois la performance énergétique en fonction des éléments, en fonction des structures qui déposaient et en fonction de l'élément aussi que vous voulez mettre en valeur et soutenir. On a rajouté des questions sur l'utilisation de ressources issues de l'économie circulaire
et sur les mesures prises en faveur de la biodiversité. Donc là, c'est aussi un coefficient important, hein, puisque c'est un gros objectif de l'appel à projet, mais aussi de la fiche action dans le DOMO. Donc c'est coefficient 2 et toujours une note maximale de 5. Je continue, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui apparaissaient et je les prendrai à la fin, comme ça on continue sur ça. Donc, parallèlement à la contribution du projet à la transition écologique, on a aussi la contribution du projet à la transition numérique. Donc là, pareil, ce que nous, on va chercher à avoir, c'est si votre projet s'intègre dans une dimension significative de la transition numérique, s'il y a un usage du numérique comme outil de démocratisation culturelle et s'il y a un usage du numérique comme vecteur de valorisation du patrimoine. C'est également un coefficient 2, hein, puisque de la même manière que la transition écologique, c'est un objectif assez important pour cet appel à projet et toujours une note maximale de 5. Ensuite, il y a la contribution du projet à l'inclusion, l'interactivité et l'accessibilité des visiteurs. Donc là, c'est une question qui regroupe pas mal de choses possibles, mais nous, ce qu'on cherche à avoir comme réponse, c'est plutôt si votre projet répond à intégrer des aménagements spécifiques aux besoins spécifiques des visiteurs, s'il y a eu des intégrations d'aménagements favorisant l'interactivité des visiteurs et s'il y a des aménagements un peu innovants et ou basés sur l'expérimentation. Donc là, c'est un coefficient un peu moins important, mais pareil, en fait, je dirais que chaque critère de sélection si vous y répondez avec rigueur, ça peut permettre de faire la différence sur quelques points à chaque fois. Donc, on est sur un coefficient 1, note maximale de 5. Et le dernier critère qui est issu de l'OS5, et c'est pour ça que je vous avais aussi remis en contexte l'OS5 vraiment comme cadre de l'appel à projet, c'est la prise en compte de l'implication des citoyens ou habitants, ou habitants et ou usagers et ou visiteurs, puisque une Europe plus proche des citoyens, comme vous l'avez noté, on est sur une Europe plus proche des citoyens, donc avec les citoyens. Et donc, on cherche à savoir, et là, il y a une question dédiée dans l'appel à projet, si les habitants et ou les citoyens et ou les visiteurs et ou les usagers ont été impliqués dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet. Et là encore, c'est une note maximale de 5 avec un coefficient 1. Et je pense... Alors, je finis juste ça et après, oui, il y a un temps de questions-réponses. Donc concrètement, vous répondez donc aux différentes questions dans le dossier de candidature. Ensuite, nous, on a une grille de sélection avec les critères que vous pouvez retrouver aussi dans l'appel à projet. Donc tous les critères de sélection mis bout à bout, ça fait une notation sur 50 points. Et on fait un classement décroissant des opérations, donc avec les différents membres de comité de sélection hein, qui vont donner leur notation. C'est vraiment une notation collective pour le coup. Les opérations qui auraient obtenu une note inférieure à 25 points donneront lieu à un avis défavorable motivé, parce que malheureusement, ça veut dire que à votre candidature, on ne va pas se permettre de juger votre projet, parce que c'est vraiment aussi un travail un peu intense de pouvoir de rédiger un dossier de candidature, et donc parfois, on a du mal à peut-être saisir aussi votre dossier, mais voilà, si en tout cas votre candidature obtient en dessous de 25 points, vous êtes entre guillemets dégagé du reste du comité de sélection et vous recevez un avis favorable démotivé. Et ensuite, on fait donc ce classement décroissant des opérations et on essaye de sélectionner le plus grand nombre d'opérations avec, dans la contrainte de notre maquette qui est de 10 millions d'euros là sur cet appel à projet. Comme je vous disais aussi, mais je me le reprécise comme ça, c'est pas grave, c'est la pédagogie, c'est aussi de la répétition. Les porteurs sélectionnés disposeront d'un délai de 6 mois pour finaliser le dépôt complet de leur dossier de demande de subvention FEDER sur la plateforme e-Synergie. Donc, si vous êtes sélectionné, on ne vous laisse pas dans la nature, entre guillemets, pendant 6 mois après que vous soyez sélectionné. Hein. On fait des rendez-vous avec vous et on travaille ensemble au dépôt et ensuite à l'instruction. Si au-delà de ces 6 mois, il n'y a pas malheureusement de signe de vie de votre part ou vous n'êtes pas capable de déposer un dossier complet, le dossier donc, sera incomplet et sera considéré comme abandonné et ne pourra pas être programmé au titre de cet appel à projet. Et la phrase en gras qui est quand même assez importante, mais que je me permets de vous le dire, la sélection de l'opération dans le cadre de l'appel à projet ne donne pas droit automatiquement à l'octroi d'une subvention européenne. Parce que comme vous avez pu le voir dans les critères de sélection qu'on a, c'est plutôt des questions qui sont plutôt qualitatives. Vous allez pas mal présenter votre projet. Mais après, les subventions européennes sont soumises à plein de points de contrôle différents, notamment les marchés publics, notamment l'inscription en régime d'aide d'État. Et ça peut être des moments de vérification dans l'instruction qui amènent à des corrections financières. Donc parfois, le montant que vous nous sollicitez dans l'appel à projet, ça ne sera peut-être pas celui que vous aurez in fine. Et parfois, malheureusement, dans les cas les plus graves, mais on espère qu'ils ne seront pas présents dans le cadre de cet appel à projet, parfois ça coupe complètement l'octroi d'une subvention européenne.
J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui apparaissaient dans le chat. Ça peut être maintenant, Cynthia. Oui, alors on a 2 questions de monsieur ou madame De Becker. Je vais la laisser ou la laisser prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, nous avons dans notre ville plusieurs musées, dont deux qui mériteraient, comment dire, une opération stratégique culturelle pour effectivement les redynamiser. Est-ce que sur un seul APP, il est possible de répondre en proposant 2 sites dans la stratégie musée? Oui, Oui, bien sûr, il est tout à fait possible de... Ah pardon, je réponds d'abord à la première question et après je vous redonne la parole, monsieur ou madame De Becker. c'est madame. J'ai pas encore mis. Si vous avez plusieurs projets sur votre commune ou sur votre territoire, il est tout à fait possible de faire 2 candidatures. Ce qu'on vous déconseille, c'est de faire qu'une Alors, seule 2 candidature pour les deux différents, en parce fait. que... Pardon? Oui. Alors, je recoupe le micro, madame De Becker, parce que du coup, je réponds à la première question et après, on y va. Donc, pour la première question, du coup, c'est bien possible de faire plusieurs candidatures. Après, comme vous commencez à le comprendre, il n'y a que 10 millions d'euros. Donc, ça ne veut pas dire que... Enfin, ce ne sera pas garanti que vos 2 opérations soient sélectionnées, hein, de fait qu'il n'y ait que 10 millions d'euros, mais vous pouvez tout à fait nous présenter 2 candidatures pour 2 lieux touristiques, enfin 2 éléments qui existeraient dans votre commune. Et Ok, je merci. Merci bien. Ah, c'était plusieurs fois la même question, pardon. Je n'avais pas compris. Je laisse la deuxième question être posée. peut-être. C'est aussi madame De Becker, c'était par Ok. rapport au cumul des subventions avec les subventions régionales. Oui, toujours sur l'aspect culturel, la région peut proposer, ou même le département, mais la région aussi, des subventions pour la muséographie et autres. Est-ce que c'est cumulable avec les fonds FEDER gérés par la région? Oui, c'est tout à fait cumulable. Ce qui est important, c'est pas de cumuler des fonds européens enfin plusieurs fonds européens sur un même projet, parce que là, ce serait pas possible, ce serait un double financement. Mais côté région, c'est vraiment des fonds régionaux, donc on n'est pas entre guillemets sur les mêmes recettes pour vous. Donc pas de souci pour ça. Attention, par contre, il y a toujours un reste à charge pour notamment un porteur public pour la commune ou le PCI, puisqu'on ne peut pas aller jusqu'à 100% de Tout financement. à fait. Minimum Voilà. 20%. Ok. Exactement. Merci. Et je pense qu'il y avait une troisième question de Madame De Becker. Non, non, il y en avait que 2. Je vois. Alors, je reprends parce que vous aviez posé aussi la question de pour atteindre le minimum de dépenses éligibles, soit 1 million. Donc non, il n'est pas possible Erreur de saisie que... de ma part, très certainement. Non, pas de souci, Mais je vous remercie. oui, il faut que chaque lieu soit à 1 million d'euros de dépenses éligibles. Vous ne pouvez pas faire plusieurs projets sur Ah votre oui. commune dans une seule candidature. Oui, en fait, voilà, plusieurs projets pour atteindre le million, en fait, parce qu'on a un Oui, c'est petit ça. musée qui n'atteindra pas forcément le million. Donc, je me disais une opération globale et un budget global musée, en incorporant 2 musées, mais ça, ce n'est pas possible. Il faut faire 2 dossiers distincts. Oui, c'est ça. Donc, chaque musée devant atteindre un minima 1 million d'euros de dépenses Oui, éligibles. tout à fait. D'accord, c'est très clair. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Merci. Et donc, nous avons une question maintenant de monsieur Turillon. Je vais peut-être la poser si... Oui, vas-y. Au revoir. Bonjour, existe-t-il une liste synthèse des projets retenus lors de la première édition? Oui, il existe une liste synthèse des projets retenus. Alors, synthèse non, une liste oui. Normalement, elle avait été diffusée lors du comité unique de programmation d'avril. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément vocation à la diffuser en tant que telle sur le site Europe en France. Je vais poser les questions si on peut vous la diffuser pour information et puis si c'est possible, je la diffuse à l'issue du webinaire, sans souci. Est-ce que c'est tout pour l'instant en termes de chat? Oui, il n'y a plus de questions pour le Super. moment. Écoutez, de toute façon, on arrive bientôt à la fin. Il me reste 2 slides à vous présenter. C'est vraiment plutôt en termes de recommandations, mais on peut être ensemble jusqu'à 15 h. Donc, si après vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc,
je poursuis. Plutôt donc 2 slides un peu qui vont se finir en termes de recommandations et un peu encore une répétition et mémo. Donc la recommandation, c'est vraiment, alors si vous avez des questions un peu techniques, on ne pourra pas, puisque l'appel à projet est mis déjà en ligne, on ne pourra pas donner un avis d'opportunité, on va dire, sur votre projet. On ne pourra pas vous dire oui, c'est éligible, non, c'est pas éligible. Mais si vous avez des questions sur le dossier de candidature parce que vous avez, je sais pas, des interrogations, parce que parfois, c'est pas non plus très clair de notre côté. S'il y a une question que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous la poser sur europe-patrimoine@hautefrance.fr. C'est une adresse email qu'on relève tous les jours et on pourra vous répondre au plus vite sur ce cadre-là. Donc ça, je me permets de vous le rappeler, on a bien un modèle de réponse de dossier de candidature qui est mis en ligne avec l'appel à projet et on vous invite fortement à utiliser ce modèle-là parce que ça nous permet d'analyser aussi plus rapidement vos dossiers puisque les questions sont mises dans l'ordre. Et il est possible, sachez-le, de joindre des annexes à votre candidature pour aider à la compréhension de votre projet. Souvent, on a un peu parfois la question de est-ce qu'il faut en joindre beaucoup, pas beaucoup. Je dirais qu'il faut que on ne peut pas non plus s'exprimer sur le nombre d'annexes que vous nous joignez, mais il faut que ce soit des annexes qui soient utiles. Ça ne sert à rien à ce stade, par exemple, de nous envoyer les marchés publics, puisque du coup, on ne va pas les analyser pendant cette phase-là. Mais ça peut être par exemple des plans, des photos de votre élément de patrimoine, de votre projet. Ça peut être, je ne sais pas, une frise chronologique de tous les travaux. Ça peut être assez utile. Voilà, mais en tout cas, pas vous embêter avec les éléments de marché public parce qu'à ce stade-là, on ne les regardera pas. Et donc, du coup, pour un peu conclure et en type de mémo, et après, on fera encore une séance de FAQ parce que je vois qu'il y a une question qui vient d'apparaître. Donc, je vous rappelle que effectivement, la date limite de dépôt des candidatures, c'est bien le vendredi 31 octobre 2025 inclus, exclusivement à l'adresse email qui s'affiche europe-patrimoine@hautefrance.fr. Et ce que vous devez retenir en pièces à joindre, donc c'est le dossier de candidature complété et signé donc par le représentant légal ou la représentante légale, qui est donc l'annexe 3 de l'appel à projet, mais vous pouvez aussi le télécharger tout seul sur le site Europe en Hauts-de-France. Le document attestant la capacité du représentant légal à représenter et engager la structure et la délégation de signature, le cas échéant, si ce n'est pas le ou la responsable légale qui signe la candidature. Et les autres annexes qui sont à votre discrétion, qui permettent de mieux comprendre le projet. Je vais peut-être juste arrêter le partage et je vois qu'il y a encore quelques questions. Vas-y, Cynthia, je te laisse animer les questions qui restent. On a une dernière question de Madame Debecker. Oui, je m'interrogeais, nous avions donc déposé une candidature à l'appel à projet précédent pour l'ouverture d'une médiathèque. Donc le projet n'a pas été retenu. La ville aujourd'hui transforme une friche commerciale en cœur de ville en hall événementiel, un tiers-lieu qui accueillera notamment l'Office du tourisme. Il n'y a pas d'intérêt historique patrimonial. Est-ce que de fait, ce projet est exclu par sa brève description des critères? Alors, comme je disais, là, à ce stade, je peux plus, on peut plus répondre si c'est éligible ou pas. Mais ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est effectivement, mais vous avez donné des éléments de réponse dans votre question, mais Oui, effectivement, est-ce qu'il y a un intérêt patrimonial sur cette friche? Est-ce que c'est ce sera un complètement élément déconstruit et reconstruit. Donc, à part un ancien hall à chevaux, un petit élément de cet ensemble, non, il n'y en a pas. Donc, Voilà, donc je vous laisse conclure ce que vous c'est entendez. Mais voilà, ok. effectivement, Moi, et aussi si l'usage que vous allez en faire, est-ce que ça va créer un nouveau parcours de visiteurs? Est-ce que ça va permettre de mettre une dynamique un peu culturelle et touristique dans votre territoire? C'est un peu les deux oui, grandes c'est questions qu'il faut que vous d'événementiel, vous oui, posiez. d'accord. Voilà, Ok, d'accord. Ouais. Mais pour 50%, en tout cas, le patrimoine, c'est négatif. Donc, je pense que ce sera compliqué. Je vous remercie. pas de souci. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui souhaitent poser des questions, qui n'auraient pas eu le temps de l'écrire dans le chat? Ça m'a l'air assez clair pour tout le monde. Ah, il y a Madame Clémence Granger qui a levé la main. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc du coup, je travaille à la mairie de Fresnes-sur-Escaut et j'aimerais savoir
concernant le critère stratégie de territoire, au niveau de la contractualisation, est-ce que le contrat de ville porté par l'EPCI est suffisant en termes de contractualisation? Est-ce que ça passe? Oui, si si ce contrat de ville précise bien qu'il y a une volonté de développer, je ne sais pas, l'offre touristique et culturelle et que le projet notamment que vous voulez nous soumettre est inscrit dans ce contrat de ville-là, oui, c'est parfait. Oui, bah en fait, le contrat de ville, c'est pour tout ce qui est politique de la ville, et en fait, notre projet s'inscrit en fait en quartier prioritaire de la ville. Donc, Mhm. c'est pas écrit dans leur contrat de ville à eux, mais c'est dans notre périmètre en fait. Donc Bah, voilà, je voulais savoir si ça fonctionnait quand même, même si c'était pas inscrit vraiment dans le contrat de ville même, hein, mais en termes de périmètre. oui, en tout cas, dans ce que vous me dites, ça semble rentrer. Après, il faut bien le justifier au moment de votre candidature, effectivement. D'accord, d'accord, merci bien. Y a-t-il d'autres questions? Mais je n'en vois plus. C'est peut-être l'heure de nous quitter, du coup, hein, et de faire une petite conclusion. Je vous remercie en tout cas tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Donc, comme précisé dans le chat, le webinaire sera bien enregistré et sera mis à disposition, hein, pour les personnes qui n'ont pas pu assister, si vous voulez le re-regarder. Il y aura aussi le PowerPoint qui va être mis en ligne et une FAQ, donc une foire aux questions assez générale, mais qui peut permettre aussi de creuser certaines questions, notamment qui sont issues du premier appel à projet, qui vous permettent aussi d'aller un peu plus loin sur certaines questions et de retrouver d'autres formes de réponses. Et si par ailleurs vous avez d'autres questions techniques, plus, encore une fois, pas de questions sur l'égalité de votre projet, mais des questions techniques sur le dossier de candidature, vous pouvez nous contacter, hein, sur l'adresse indiquée, donc europe-patrimoine@hautefrance.fr. Eh bien, je vous souhaite une très bonne après-midi et puis au plaisir de lire vos candidatures.